Après les fêtes, mon fils m'a tourné le dos, sans savoir qui était propriétaire. Il m'a dit sans même lever les yeux de son téléphone, « Maman, tu devrais peut-être réfléchir à partir. Ici, ce n'est plus vraiment chez toi. » Ces mots sont tombés dans la cuisine, encore imprégnés de l'odeur froide de dinde réchauffée. Les guirlandes de Noël pendaient toujours aux poignées des placards, un peu ternies, comme si elles aussi avaient compris que la fête était finie. J'étais debout, la main posée sur le dossier d'une chaise, incapable de m'asseoir. Mon fils était là, à 2 mètres de moi, et pourtant j'avais l'impression qu'un mur invisible venait de se dresser entre nous. Je n'ai pas répondu tout de suite. À 70 à 8 ans, on apprend à mesurer ses silences. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Pas bruyamment, non. Comme une porcelaine ancienne, on pose trop fort sur la table. Tu comprends, maman? A-t-il continué, d'un ton qu'il voulait calme, raisonnable. Après les fêtes, il faut qu'on s'organise. Ma femme est fatiguée, les enfants ont besoin d'espace. Et puis, tu sais bien que tout ça, c'est compliqué. Tout ça. Il parlait de moi comme d'un meuble encombrant, d'un manteau qu'on n'ose plus porter mais qu'on a encore jeté. Je regardais son visage, ce visage que j'avais appris à reconnaître avant même qu'il sache parler. Je revoyais ses joues rondes, ses genoux écorchés, ses nuits de fièvre où je restais assise au bord de son lit jusqu'à l'aube. Et là, en face de moi, il ne me voyait plus. J'étais devenue invisible. Tu pourrais aller chez ta sœur quelque temps, a-t-il ajouté, où on trouvera une solution. Une solution, comme si j'étais un problème à résoudre après le réveillon, au même titre qu'un reste de bûche oublié au fond du frigo. J'ai senti mes mains trembler légèrement. Pas de colère. Pas encore. Plutôt cette humiliation sourde, profonde, celle qui vous descend dans la poitrine et vous coupe le souffle sans faire de bruit. Je me suis revue, quelques jours plus tôt, assise à la même place, à piller les serviettes en papier rouge, pendant que ma belle-fille riait avec les enfants. Personne ne m'avait demandé mon avis pour le menu, ni pour les invités. J'étais là pour aider. Toujours là pour aider. Tu sais bien que je n'ai nulle part où aller, et je murmurais. Il a haussé les épaules. Ce geste m'a fait plus mal que ces mots. Tu exagères, maman. On ne te met pas dehors. On te demande juste de faciliter les choses. Faciliter les choses. C'est ainsi qu'on nomme aujourd'hui l'effacement des mers. Je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors. Le jardin était gris, silencieux. Des traces des pas des enfants dans la pelouse gelée commençaient déjà à disparaître, comme les miennes sans doute. À cet instant précis, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas une dispute passagère, ce n'était pas la fatigue des fêtes. C'était une décision froide, réfléchie, et j'en étais la victime désignée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. Une autre femme l'aurait peut-être fait, moi non. Quelque chose venait de s'ouvrir en moi lentement, comme une porte qu'on croyait condamnée. Une lucidité nouvelle, douloureuse mais claire. Il ignorait encore une chose. Une seule, mais une chose essentielle. Je n'étais pas seulement sa mère fatiguée, tolérée par habitude. J'étais aussi celle qui savait, celle qui avait signé, celle qui possédait encore ce que tous pensaient déjà leur appartenir. Ce jour-là, dans cette cuisine silencieuse, pendant qu'il parlait d'organisation et de solutions, j'ai cessé d'être une femme qu'on déplace. J'ai commencé à devenir une femme qui se prépare. Quand je repense à la femme que j'étais avant tout cela, j'ai parfois l'impression de parler d'une autre. Une jeune fille aux mains encore lisses, qui croyait que l'amour suffisait à bâtir une vie. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré leur père. Ce n'était pas un homme spectaculaire. Il parlait peu, travaillait beaucoup, et regardait les choses avec cette gravité tranquille qui rassure quand on débute dans la vie. À l'époque, je n'attendais pas le bonheur éclatant. Je voulais simplement un foyer solide, un endroit où poser mon sac sans avoir peur du lendemain. Nous avons commencé modestement. Un petit appartement, des meubles récupérés, une table bancale qui tremblait dès qu'on y posait trop de poids. Mais j'y mettais des fleurs, toujours des fleurs. J'avais besoin de beauté, même discrète. Quand notre premier enfant est né, j'ai cessé de travailler sans hésiter. Ce n'était pas un sacrifice à mes yeux. C'était un choix. J'étais convaincue que l'amour se prouvait par la présence, par la constance, par ces gestes invisibles que personne ne remercie. Les années ont passé ainsi, rythmées par les cartables à préparer, les repas à l'heure, les vêtements repris. Les nuits trop courtes. J'étais celle qui se levait avant tout le monde et se couchait après, celle qui connaissait les goûts de chacun, leur peur, leur silence. Leur père travaillait dur, moi aussi. Mais mon travail ne figurait sur aucune fiche de paie. Il était pourtant partout, dans les murs propres, dans les factures payées à temps, dans les enfants qui grandissaient sans manquer de rien. Quand nous avons acheté la maison, j'ai pleuré, pas de joie bruyante, non. Des larmes silencieuses en touchant les murs encore froids. C'était plus qu'un toit.
C'était la preuve que tout ce que nous avions enduré avait un sens. J'ai choisi la cuisine, insisté pour un jardin, même petit. Je rêvais d'étés simples, de dimanches lents, de Réa qui traverserait les fenêtres ouvertes. J'ai vieilli dans cette maison sans m'en rendre compte. Mes mains sont devenues plus lentes, mes genoux plus fragiles. Les enfants, eux, sont partis. Études, travail, amour. Je les ai encouragés à chaque départ, même quand mon cœur se serrait. Une mère digne ne retient pas. Elle ouvre la porte et sourit, même quand elle sait que le silence sera plus lourd le soir. Puis leur père est tombé malade. Longtemps, j'ai tenu bon. Les rendez-vous médicaux, les papiers, des inquiétudes nocturnes. J'ai appris à être forte sans le dire. Quand il est parti, j'ai continué seule. Pas parce que j'étais courageuse, mais parce que je n'avais pas le choix. La maison était devenue trop grande, mais je refusais de la quitter. Chaque pièce portait une trace de notre vie. Partir aurait été comme effacer tout cela d'un seul geste. Les fêtes, surtout Noël, restaient importantes pour moi. Même quand j'étais fatiguée, même quand personne ne proposait d'aider, j'y voyais encore une occasion de rassembler, de transmettre quelque chose. Une manière de dire « nous sommes une famille ». Je ne comprenais pas encore que pour certains ce mot avait changé de sens. Avec le temps, j'ai commencé à sentir une distance. Subtile d'abord. Un regard qui se détourne, une phrase écourtée. Des décisions prises sans me consulter. Je me disais que c'était normal, que les enfants devenus adultes n'ont plus le temps, que je devais m'adapter, être reconnaissante d'être encore tolérée dans leur quotidien pressé. Je continuais pourtant à donner. Un peu d'argent quand il fallait, du temps toujours, des silences surtout. Tu croyais que l'amour se mesurait à ce qu'on accepte de taire. Je me trompais. Ce que je ne savais pas encore à cette époque, c'est que pendant que je protégeais la paix familiale, d'autres comptaient, calculaient, anticipaient. Pendant que je regardais en arrière avec tendresse, certains regardaient déjà l'avenir sans moi. Au début, ce n'était que des détails. Rien de suffisamment grave pour provoquer une dispute, et rien qui mérite qu'on élève la voix. Des choses si petites qu'on se reproche presque de les remarquer. J'ai longtemps cru que c'était moi qui devenais trop sensible, trop attentive, trop vieille peut-être. La première fois, c'était un repas. Je m'étais installée à table comme d'habitude, à la même place depuis des années. Ma belle fille m'a regardée, puis a déplacé une chaise. « Maman, ce serait plus pratique que tu te mettes là. » Son sourire était poli, le ton aimable, mais la chaise qu'elle me montrait était un peu à l'écart, près du mur. J'ai obéi sans rien dire. Après tout, ce n'était qu'une place. Puis il y a eu les conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Pas brusquement. Non. Elle ralentissait, changeait de sujet, devenait vague. Je faisais semblant de ne rien remarquer. Je parlais de la météo, du jardin, de choses sans importance. On m'y répondait distraitement, les yeux déjà ailleurs. Des décisions se sont mises à se prendre sans moi. Des travaux dans la maison, des changements d'organisation, des projets de vacances. On m'informait après coup, comme on prévient quelqu'un par politesse. On pensait que ça ne te concernait pas vraiment, disait mon fils. Cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois. Elle s'est glissée en moi comme un froid durable. On m'y demandait encore de l'aide pourtant, garder les enfants, préparer les repas, être disponible. Toujours disponible, mais jamais consultée. Je devenais utile, jamais nécessaire, présente, mais déjà effacée. Les fêtes ont accentué les choses. À Noël, j'ai découvert que le menu avait été décidé sans moi. Ce détail m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Pendant 40 ans, c'était moi qui avais organisé ces repas. Ce n'était pas une question de contrôle, c'était une manière d'aimer. Cette année, je n'étais plus qu'une invitée tolérée dans ma propre maison. Je me souviens aussi des remarques. Jamais frontales, toujours enveloppée de douceur apparente. Tu devrais te reposer davantage, maman. Ce n'est plus de ton âge de t'inquiéter pour tout. Laisse-nous gérer, tu verras, c'est plus simple. Chaque phrase semblait bienveillante, mais mise bout à bout, elle formait une même idée. Je dérangeais, par mon existence même, par ma lenteur, par mes habitudes. Je me suis mise à douter de moi, à vérifier 2 fois avant de parler, à demander la permission pour des choses qui avaient toujours été naturelles. Ouvrir un placard, inviter une amie, donner mon avis. Le silence s'est installé en moi comme une stratégie de survie. Je pensais encore que si je me faisais petite, si je ne demandais rien, l'équilibre reviendrait. Mon fils, lui, changeait. Il parlait moins avec moi, plus avec sa femme. Quand je tentais d'aborder un sujet un peu sérieux, il regardait sa montre. On en reparlera plus tard, maman. Ce plus tard n'arrivait jamais. Je me sentais seule, même entourée. C'est une solitude particulière, celle qui naît au milieu des autres. Elle est plus douloureuse que l'isolement. Elle donne l'impression d'être transparente.
comme si on pouvait passer à travers vous sans vous voir. Un soir, en montant l'escalier, j'ai entendu ma belle-fille dire à voix basse, « Tu ne trouves pas qu'elle prend trop de place ?» Elle ne parlait pas fort, elle ne pensait pas être entendue. J'ai continué à monter lentement. Je n'ai rien dit, mais cette phrase m'a suivi longtemps. Elle tournait dans ma tête insistante, comme une vérité qu'on ne veut pas encore accepter. Ce jour-là, quelque chose a commencé à se fissurer. Pas encore la révolte, pas encore la décision, mais la certitude intime que l'amour que j'avais donné sans compter était plus perçu comme une richesse. Il était devenu aux yeux de certains un poids. Et quand l'amour devient un poids, on commence à chercher comment s'en débarrasser. Je me souviens très précisément du jour où tout a basculé. Pas parce qu'il y avait eu des cris, ni une scène spectaculaire. Au contraire, c'est arrivé dans un silence presque administratif, celui des choses que on fait dans le dos des autres, en se persuadant que c'est pour leur bien. C'était un matin gris après les fêtes. La maison semblait encore endormie, lourde de restes et de non-dits. Je cherchais un dossier dans le buffet du salon, celui où je rangeais depuis toujours les papiers importants. Acteur souvenir aussi, j'aimais savoir où étaient les choses, cela me rassurait. Le classeur n'était pas à sa place, j'ai d'abord pensé l'avoir déplacé moi-même. À mon âge, on doute vite de sa mémoire. J'ai fouillé le meuble puis un autre. Rien, un léger malaise m'a traversé comme un courant froid. J'ai continué à chercher plus méthodiquement. Toujours rien. Quand mon fils est entré dans la pièce, j'ai levé les yeux vers lui. Tu n'aurais pas vu mon dossier, celui avec les papiers de la maison. Il a hésité une fraction de seconde. Juste assez pour que je le remarque. Ah oui, on l'a mis ailleurs, pour ranger. Où ça? Ne t'inquiète pas, maman, on s'en occupe. Cette phrase encore, on s'en occupe. Quelque chose s'est noué en moi. J'ai insisté. Quand on monte, j'aimerais le récupérer. Ce n'est pas nécessaire. Il répondit. Plus sèchement. De toute façon, tout est en ordre. Tout était en ordre. Pour eux, le soir même, incapable de dormir. J'ai repensé à ce regard fuyant, à cette réponse trop rapide. J'ai attendu que la maison s'apaise, que les bruits cessent. Puis je me suis levée. Lentement, j'ai fouillé le bureau de mon fils. Je n'avais jamais fait cela auparavant. J'avais toujours respecté son espace, mais cette nuit-là, quelque chose m'y poussait, plus fort que la pudeur. Le dossier était là, dans un tiroir. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouvert, les premières pages étaient familières. Puis je suis tombée sur un document que je ne reconnaissais pas. Une copie, une signature. La mienne, ou plutôt une imitation maladroite de la mienne. Je me suis assise. J'ai relu. Encore et encore, il s'agissait d'un projet de réorganisation patrimoniale. Des mots compliqués, mais le sens était clair. On préparait mon effacement. Progressif, propre et légal en apparence, ils avaient commencé sans moi. Ce n'était plus une impression, plus une susceptibilité de vieille femme, c'était un acte, concrète, pensée datée, et surtout exécutée dans mon dos. J'ai senti une vague de nausée me submerger, pas seulement de peur, de trahison. Je me suis revue à toutes ces années où j'avais fait confiance, à ces signatures apposées sans méfiance, à ces discussions que je croyais honnêtes. Tout prenait un autre sens. Les phrases douces, les conseils apparemment bienveillants, les laisse à nous gérer. Ce n'était pas pour m'aider, c'était pour me déposséder. J'ai refermé le dossier et l'ai remis exactement à sa place. Personne ne devait savoir que j'avais vu, pas encore. Dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, habillée, immobile. J'ai pleuré, oui, silencieusement, des larmes lentes, presque calmes. Pas celles de la colère, celles de la désillusion totale. Ce moment précis où l'on comprend que l'amour donné n'a pas empêché la trahison, qu'il l'a peut-être même rendu plus facile. Puis, au milieu de cette nuit trop longue, une autre sensation est apparue. Plus discrète, mais plus solide. Une clarté nouvelle. Froide. Lucide. Je n'étais plus simplement blessée, j'étais réveillée. Ils pensaient que je ne comprenais pas, que mon âge me rendait inoffensive. Ils se trompaient, ce qu'ils ignoraient, c'est que je savais lire entre les lignes, que je savais encore réfléchir, et surtout que je savais me taire. Ce soir-là, j'ai pris une décision, pas celle de me venger par la colère, ni par le scandale. Non, une décision plus lente, place profonde. Je n'allais plus subir, je n'allais plus attendre, je n'allais plus mendier une place. Je serais celle qui observe, celle qui note, celle qui prépare. Ils avaient ouvert la porte à quelque chose, ils ne maîtrisaient pas encore, et cette fois je n'allais pas détourner les yeux. Les nuits suivantes ont été longues, pas agitées, non, silencieuses. Un silence lourd, presque matériel, qui s'installait dès que la maison s'endormait. J'étais allongée, les yeux ouverts, à écouter les bruits familiers. Le chauffage qui claquait doucement,
Un pas dans l'escalier, parfois une porte qui grinçait. Tout continuait comme avant, et pourtant plus rien n'était pareil. Je revoyais sans cesse ce document, les mots précis, froids, alignés comme des soldats. Il n'avait rien d'agressif en apparence, pas de menace, pas de brutalité. C'était pire, une organisation minutieuse de mon absence future. Une disparition programmée, propre, presque élégante. J'ai compris alors que la violence n'a pas toujours besoin de cris, elle sait aussi se déguiser en procédure. Je me suis demandé longtemps si j'étais responsable, si j'avais trop donné, trop cédé, si mon silence d'hier avait rendu possible l'injustice d'aujourd'hui. Ces questions m'ont tenu éveillée plus d'une nuit. Elles piquaient comme des aiguilles, mais je ne cherchais plus à les fuir. Je les laissais venir, il fallait comprendre, pour ne plus subir. Je me suis mise à repenser à chaque scène, à chaque phrase entendue ces derniers mois. Rien n'était isolé, tout formait un fil. Les petites humiliations, les décisions prises sans moi, les sourires trop rapides. J'avais voulu croire à la fatigue, à la maladresse. La vérité était plus simple et plus dure. On m'avait peu à peu retiré ma place. Un soir, j'ai sorti un vieux carnet. Un carnet à couverture sombre, presque usé, que je n'ouvrais plus depuis longtemps. J'y ai commencé à écrire, pas pour me plaindre, pour fixer les faits, les dates, les mots exacts. J'ai noté les changements, les phrases récurrentes, les gestes inhabituels. Écrire m'a apaisé. Donner une forme précise à ce que je vivais me rendait à moi-même. Je priais aussi, pas comme on implore un miracle. Plutôt comme on parle à voix basse à quelqu'un qui écoute sans juger. Je demandais surtout de la clarté, de ne pas me tromper, de ne pas agir sous le coup de la peur ou de la colère. Je savais désormais que ce que j'allais faire devait être juste, pas seulement pour moi, mais pour ma propre dignité. Petit à petit, une idée s'est imposée, simple là, calme. Je n'allais rien dire, pas encore. Le silence, cette fois, ne serait plus une faiblesse, il deviendrait un outil. J'avais passé ma vie à parler trop peu pour préserver les autres. Désormais, je me tairais pour me préserver moi. J'ai commencé à me renseigner discrètement, pas sur Internet à la vue de tous. Non par de petites questions, posées presque innocemment. À une amie ancienne, à un professionnel rencontré par hasard. Je n'expliquais pas tout, juste l'essentiel. Je voulais comprendre mes droits, mes possibilités, savoir ce qui était encore entre mes mains. À chaque réponse obtenue, je sentais quelque chose se redresser en moi. Une colonne vertébrale que je croyais affaiblie par les années. J'ai découvert que je n'étais pas aussi démunie qu'on voulait me le faire croire, que mon âge ne m'avait pas retiré ma capacité à décider, qu'il me donnait même peut-être une forme de lucidité précieuse. Je continuais pourtant à jouer mon rôle, la mère tranquille, la femme âgée qui ne pose pas de questions. Il souriait, je disais merci, j'acceptais les décisions, en apparence. À l'intérieur, je préparais autre chose, sans précipitation, sans éclat. Ce qui me surprenait le plus, c'était l'absence de haine. Je ne ressentais pas ce feu dévastateur qu'on imagine souvent. À la place, il y avait une détermination froide, presque paisible. Comme si la douleur avait fini par se transformer en quelque chose de plus stable. Une volonté nette reprendre ce qui m'appartenait. Pas par vengeance aveugle, par justice. À la fin de ces nuits d'insomnie, une certitude s'est installée. Je n'étais plus une femme qui attend qu'on la respecte. J'étais une femme qui allait se respecter elle-même. Et cette décision-là, personne ne pourrait me la retirer. Je savais désormais ce que je devais faire, pas encore comment, dans le détail, mais la direction était claire, chaque chose viendrait en son temps. Méthodiquement, légalement, en silence. Il croyait m'avoir affaibli. Il m'avait, sans le savoir, réveillé. Je n'ai rien fait dans la précipitation. Après tant d'années à donner sans compter, je savais que chaque geste devait désormais être pesé. La première étape a été de reprendre la maîtrise de mes propres affaires. Cela peut sembler évident, mais on se rend compte de ce qu'on a laissé filer, qu'au moment où on tente de le reprendre. J'ai pris rendez-vous. Pas avec fracas, pas en annonçant quoi que ce soit à qui que ce soit. Un rendez-vous discret, un matin de semaine à l'heure où la maison était vide. J'ai dit que j'allais faire une promenade. Personne n'a posé de questions. On ne s'inquiète jamais vraiment de ce que font les vieilles femmes. Assise dans une salle d'attente neutre, j'ai senti une nervosité que je n'avais plus connue depuis longtemps. Pas de peur, plutôt cette tension intérieure qu'on ressent quand on s'apprête à reprendre quelque chose que on a laissé trop longtemps aux autres. Quand mon tour est venu, j'ai parlé calmement. J'ai expliqué les faits sans embellir, sans exagérer, les documents, les signatures suspectes, les décisions prises sans moi. On m'a écouté, vraiment écouté. Ce simple fait m'a presque ému. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais pas interrompue, pas infantilisée. On m'y posait des questions précises.
On me répondait avec des mots clairs. J'ai compris alors que la loi, quand on la connaît, peut devenir une alliée silencieuse. À partir de là, tout s'est enchaîné avec une rigueur presque mécanique. J'ai rassemblé mes papiers. Des vrais, ceux que j'avais conservés par habitude, sans imaginer un jour leur importance. Chaque feuille retrouvée me donnait un peu plus de solidité. Une preuve n'est pas qu'un papier, c'est un ancrage. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, un geste simple, presque banal. Et pourtant, en signant ces formulaires, j'ai ressenti une liberté oubliée. Cet argent n'était pas un trésor caché, c'était le fruit d'une vie de travail invisible. Le reprendre, c'était reconnaître enfin sa valeur. Puis il y a eu la question de la maison. Longtemps, j'ai hésité. Ce lieu était chargé de tant de souvenirs que l'idée même de y toucher me serrait la poitrine. Mais j'ai compris que l'attachement ne devait pas devenir une chaîne. La maison avait été un refuge. Elle ne devait pas devenir un piège. Les démarches ont commencé. Lentement, sans bruit. Rien n'était affiché. Rien n'était annoncé. Les papiers circulaient ailleurs, hors de ces murs où l'on pensait déjà disposer de moi. Je continuais à vivre là, à préparer le repas, à sourire poliment. Personne ne soupçonnait quoi que ce soit. J'ai aussi rédigé un nouveau testament. Cette étape m'a demandé du courage. Mettre noir sur blanc ses volontés, c'est accepter sa propre finitude. Est aussi une manière de reprendre la parole une dernière fois, clairement sans être interrompu. J'ai choisi avec soin, pas par rancune, par cohérence. Ceux qui avaient respecté ma place y gardaient la leur. Les autres découvriraient que le mépris a un prix. Tout au long de cette période, j'ai porté un masque. Celui de la mère tranquille un peu effacée, reconnaissante pour chaque attention. Je disais oui quand on me parlait d'organisation. Je disais bien sûr quand on décidait sans moi. À l'intérieur, je notais tout. Les dates, les paroles, les certitudes. Il m'arrivait parfois de douter, pas de mon droit, de ma force, et à ce que je n'allais pas trop loin, et à ce que je n'aurais pas dû affronter les choses autrement. Puis je repensais à ce dossier caché, à cette signature imitée, et le doute se dissipait. Je ne faisais que réparer ce qui avait été brisé. Plus de plans avançaient, plus je me sentais étonnamment calme, comme si chaque démarche me rendait un fragment de moi-même. Je ne cherchais pas à punir, je cherchais à me protéger et à transmettre une vérité simple. On ne peut pas effacer une femme sans son consentement. Ils continuaient à parler d'avenir devant moi, convaincus que tout était déjà réglé. Je les écoutais, en silence. Ils ignoraient que pendant qu'ils projetaient, je concoisse, que pendant qu'ils calculaient, j'avais déjà signé. La préparation touchait à sa fin. Tout était en place, solide, légal, irréversible. Il ne restait plus qu'à attendre le moment où ils comprendraient. Et ce moment alla approcher. La confrontation n'est pas arrivée comme dans les films. Il n'y a pas eu de cris, ni d'objets jetés à travers la pièce. Elle a pris la forme la plus déstabilisante qui soit, une information officielle, posée sur la table, impossible à contester. Tout a commencé par une enveloppe. Je l'avais vue arriver le matin même, déposée parmi les factures ordinaires. Mon fils l'a ouverte machinalement, sans méfiance. Je préparais le café. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Et pourtant, mon cœur battait lentement, régulièrement, comme s'il mesurait chaque seconde. Il a d'abord froncé les sourcils, puis relu. Une fois, 2 fois. C'est quoi ça, il murmurait. Sa voix n'était pas encore en colère, elle était incrédule. Sa femme s'est approchée, a lu par-dessus son épaule. Le silence est tombé. Épais, compact, celui qui précède les tempêtes intérieures. La maison vendue a hâté à elle souffler. Je me suis assise, tranquillement. J'ai pris ma tasse à 2 mains. Oui, un seul mot, net, sans explication inutile. Ils ont parlé en même temps. Questions, process, phrases coupées. Tu n'avais pas le droit, c'est impossible. Tu nous as trahis. Je les ai laissés parler, je les ai regardés. Pour la première fois depuis longtemps, je ne cherchais plus à comprendre leurs émotions. Je constatais simplement leur désarroi. Leur plan venait de s'effondrer, et ils ne savaient pas encore comment réagir sans leur scénario habituel. Tout était prévu, a fini par dire mon fils, la voix tremblante. On avait organisé. Il s'est arrêté. Il venait de réaliser ce qu'il disait. Organiser, pas discuter, pas proposer, organiser, sans moi, et ajouté calmement. Ce calme les a désarmés plus que n'importe quel reproche. Ma belle fille a tenté une autre approche. Tu comprends bien qu'on faisait ça pour toi. Je l'ai regardé, longuement. Non, et ai-je répondu. Vous faisiez ça pour vous? Il y a eu un moment de flottement, puis la colère, la vraie, celle qui jaillit quand on se découvre impuissant. Les mots sont devenus durs, accusateurs. On m'a traité d'égoïste, d'ingrate. On a évoqué mon âge, ma prétendue fragilité. On a parlé de famille, de loyauté.
Comme si ces mots n'avaient jamais été trahis avant. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que tout était déjà fait, les signatures étaient posées, les fonds transférés, les décisions enregistrées. Leur colère arrivait trop tard. Quand ils ont compris que rien ne pouvait être annulé, la fureur a laissé place à autre chose. La panique. Et maintenant, a demandé mon fils presque suppliant. Cette question, je l'avais attendue. Maintenant et a jeudi doucement, chacun assume ses choix. Il a baissé les yeux. J'ai vu, l'espace d'un instant, le petit garçon qu'il avait été, puis l'homme qu'il était devenu a repris le dessus. Un homme qui croyait avoir tout prévu, sauf ma résistance. Je me suis levée. J'ai pris mon manteau. Où tu vas? Chez moi, et ai-je répondu. Ce chez moi n'était plus cette maison, et ils l'ont compris. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'en avais pas besoin. Le piège s'était refermé sans bruit, sans triomphe visible, mais avec une efficacité irréversible. Ce jour-là, je n'ai pas gagné par la force. Je n'ai pas gagné par la parole. J'ai gagné par la loi, par la patience, par le silence, et dans leur regard perdu, j'ai vu naître une vérité qu'ils n'avaient jamais envisagée. La femme qu'ils pensaient déplacée à leur guise venait de leur échapper définitivement. Après ce jour-là, plus rien n'a vraiment tenu. La maison, l'ancienne, celle que j'avais habitée tant d'années, c'est plus qu'un point de départ invisible. Les murs avaient changé de statut, mais la famille, elle, avait déjà commencé à se fissurer bien avant. Je n'étais plus au centre de leur conversation. J'en étais devenue l'ombre. On parlait de moi à la troisième personne, parfois même sans prononcer mon nom. J'entendais des échos par des phrases rapportées, des silences lourds au téléphone, des messages courts, maladroits. Chacun cherchait un responsable. Et comme souvent, le responsable n'était jamais celui qui avait agi le premier. Mon fils m'a appelé une fois. Sa voix était différente, plus basse. Tu savais que ça allait tout casser, m'a dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis j'ai dit non, je savais que ça allait révéler. Il n'a rien ajouté, parce qu'il avait compris, ou peut-être parce qu'il ne voulait pas comprendre davantage. Sa femme, elle, a choisi une autre stratégie. Elle a parlé, beaucoup. À la famille, aux amis, à quiconque voulait bien écouter. Elle racontait une version arrangée. Une vieille femme influençable, une décision impulsive, une injustice faite à ses propres enfants. Je savais. Je n'ai pas cherché à corriger. La vérité n'a pas besoin de courir après les mensonges. Elle attend. Peu à peu, les tensions ont débordé ailleurs. Des disputes ont éclaté entre eux. Je n'y assistais pas, mais je les imaginais sans peine. Les reproches qu'on n'ose se faire tant que tout va bien remontent toujours quand le confort disparaît. Les alliances fragiles se délient alors très vite. J'ai appris que mon fils dormait parfois chez un ami, que l'ambiance était devenue irrespirable, qu'on parlait d'erreurs, de mauvaises décisions, pas une seule fois pourtant, on ne parlait de moi comme d'une personne blessée, seulement comme d'un obstacle imprévu. Cette réalisation m'a attristé plus que la trahison initiale. Parce qu'elle confirmait ce que je savais déjà. Il n'avait jamais vraiment cherché à me comprendre, il m'avait seulement mal évalué. D'autres membres de la famille ont pris leur distance, certains par gêne, d'autres par peur de devoir choisir un camp. J'ai accepté ces silences sans rancune. Chacun se protège comme il peut quand la façade familiale s'effondre. J'avais fait la même chose autrefois, sans m'en rendre compte. Je regardais tout cela de loin, pas physiquement encore, mais intérieurement, comme si j'avais déjà quitté la scène. Ce qui se passait ne m'appartenait plus. Ce n'était plus mon rôle de réparer, d'expliquer, d'adoucir. Cette responsabilité-là, je l'avais portée toute ma vie. Elle n'était plus mienne. Parfois un doute revenait, la nuit surtout. Une question insistante. Et si j'avais trop fait? Elle apparaissait fragile, mais je la laissais passer. Je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais signé, ce que j'avais subi. La justice ne se mesure pas au confort des autres. Un après-midi, j'ai reçu un message bref de mon fils. On aurait dû parler avant. Je l'ai lu plusieurs fois. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé, à toutes les phrases coupées, ajournées, reportées. Le avant n'était pas arrivé par hasard. Il avait été refusé. Je n'ai pas répondu. Pas par vengeance, par cohérence. La famille telle que je l'avais connue n'existait plus. Peut-être n'avait à elle jamais existé autrement que dans mon esprit. Cette idée était douloureuse, mais étrangement libératrice. Je n'étais plus obligée de maintenir une image fissurée à bout de bras. Dans le calme retrouvé, j'ai commencé à faire mes cartons. Peu de choses, les objets essentiels, les souvenirs choisis. Je ne voulais pas tout emporter. Certains souvenirs appartiennent au lieu, pas à la personne. Les laisser, c'était aussi me délester. Pendant que les autres se disputaient ce qui restait, je me préparais à partir. Non pas en fuite, en mouvement. Vers quelque chose de plus simple, de plus juste.
Je ne savais pas encore exactement où j'irais, mais je savais ce que je ne voulais plus être. Une femme qu'on tolère par habitude. Le chaos derrière moi faisait encore du bruit. Devant moi, il n'y avait pas encore de paysage clair. Mais il y avait déjà un silence nouveau, et ce silence-là, pour la première fois, m'appartenait. Le départ ne s'est pas fait dans la précipitation. J'ai pris le temps de fermer doucement ce qui devait l'être, et d'ouvrir sans bruit ce qui m'attendait. J'ai choisi un endroit simple, loin des regards qui pèsent et des souvenirs trop. Un petit appartement pas très grand, mais baigné de lumière, la mer n'était pas loin. Je pouvais la sentir avant même de la voir, dans l'air plus léger, dans le vent qui nettoie les pensées. Le premier matin, je me suis réveillée sans sursaut. C'était nouveau. Personne à écouter derrière une porte. Aucune attente à remplir. Je suis restée un moment allongée, à regarder le plafond blanc, et j'ai respiré profondément. Ce geste, si banal, m'a ému. Respirer sans anticiper, sans se justifier. Je me suis installée lentement. Une tasse, un livre, quelques photos choisies. Pas celles qui racontent une famille idéale, mais celles qui me rappelaient qui j'avais été avant de m'effacer. Une photo de moi, jeune, souriante, les cheveux relevés. Je l'ai posée sur une étagère. Comme un rappel discret. Je ne commençais pas une nouvelle vie, je retrouvais une ancienne. Les jours ont pris un autre rythme. Le matin, je marchais le long de l'eau. Je regardais les gens sans chercher à deviner ce qu'ils attendaient de moi. Personne ici ne me connaissait comme la mère d'eux. J'étais simplement une femme qui marchait lentement, qui s'arrêtait parfois pour regarder l'horizon. Cet anonymat m'a fait un bien immense. J'ai noué de petits liens, rien d'envahissant. Un salut à la boulangère, une conversation courte avec une voisine, un sourire échangé sur un banc. Des relations sans dette, sans passé, sans obligation. J'avais oublié à quel point cela pouvait être reposant. Parfois la culpabilité revenait, comme une vieille habitude. Une voix intérieure me murmurait que j'avais abandonné, que j'aurais dû rester, supporter, expliquer encore. Je laissais cette voix parler, puis je lui répondais calmement. J'ai fait ce que je pouvais, pas plus, pas moins. La loyauté ne doit pas devenir une prison. Je pensais aussi au pardon, longtemps, j'avais cru qu'il était nécessaire pour avancer. Aujourd'hui, je comprenais qu'il n'était pas obligatoire. Le pardon peut-être viendrait un jour, ou peut-être pas, et ce serait très bien ainsi. La sérénité ne dépend pas toujours de la réconciliation. Elle dépend parfois simplement de la distance juste. Un après-midi assise face à la mer, j'ai réalisé que je n'attendais plus rien. Ni appel, ni excuse, ni reconnaissance tardive. Cette absence d'attente m'a surprise. Elle n'était pas amère. Elle était légère. Comme si on m'avait retiré un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais fini par croire qu'il faisait partie de moi. Je m'occupais de moi avec une attention nouvelle. Je mangeais quand j'avais faim, pas quand il fallait. Je dormais quand la fatigue venait, pas quand la maison se taisait. J'écoutais mes propres envies, même modestes. Un thé au soleil, un livre relu, un silence prolongé. Il m'arrivait de penser à mon fils. Sans colère, sans nostalgie excessive, simplement comme on pense à quelqu'un qui a pris un autre chemin. Je lui souhaitais, intérieurement, de comprendre un jour, pas pour moi, pour lui. Comprendre que l'amour ne se gère pas comme un dossier. Qu'on ne met pas de côté ce qui nous a porté sans perdre quelque chose en retour. Un soir, j'ai écrit une lettre. Je ne l'ai pas envoyée. Elle n'était pas destinée à être lue. Elle était pour moi. J'y ai écrit ce que je n'avais jamais dit, puis je l'ai rangée, pas pour la garder, pour marquer la fin d'un cycle. Dans cette nouvelle vie, il n'y avait pas de victoire éclatante, pas de triomphe visible. Il y avait mieux, une paix solide, celle qui ne dépend plus du regard des autres, celle qu'on construit quand on cesse de demander la permission d'exister. Je savais que je n'étais pas devenue invincible. La solitude existe encore, la mélancolie aussi, mais elles n'étaient plus des ennemis, elles faisaient partie du paysage. Comme la mer les jours sans soleil, j'avais choisi la sérénité, pas contre quelqu'un, pour moi. Et cette décision-là, personne ne pourrait me l'enlever. Je me tiens souvent près de la fenêtre, le soir, quand la lumière décline doucement. Il y a, à cette heure-là, une vérité particulière. Les contours se font plus flous, les bruits s'éloignent, et l'on entend enfin ce qui, en soi, demandait depuis longtemps à être écouté. Je regarde le monde s'assombrir sans crainte. J'ai appris que la nuit n'est pas toujours une fin. Elle peut être un repos. Je repense parfois à l'ancienne maison. Pas avec regret, non. Avec une reconnaissance calme. Elle a été le théâtre d'une vie entière, de joie simple, de fatigue muette, d'amour donné sans compter. Elle a aussi été le lieu d'un réveil tardif, mais nécessaire. On ne quitte jamais vraiment les endroits où l'on a aimé. On les emporte autrement.
Je me demande souvent ce que j'aurais dit si j'avais parlé plus tôt, si j'avais posé des limites quand les premières lignes ont été franchies. Peut-être que certaines choses auraient été différentes. Peut-être pas. La vérité, c'est que je n'étais pas prête. J'ignorais encore que le silence pouvait être un choix, et non une soumission. J'ignorais que la douceur, quand elle n'est pas protégée, peut devenir un prétexte pour les autres. Il m'arrive de ressentir une pointe de mélancolie, une nostalgie fine presque élégante, celle des familles qu'on imaginait durables, des promesses tacites qu'on croyait indestructibles. Cette mélancolie ne me fait plus mal. Elle me rappelle seulement que j'ai aimé sincèrement, et aimer sincèrement n'est jamais une faute. Je n'attends plus d'explications. Les mots, quand ils arrivent trop tard, perdent leur pouvoir réparateur. Ce qui compte désormais, c'est ce que j'ai reconstruit à l'intérieur. Une cohérence, une ligne claire. Je sais ce que je vaux, non pas parce que quelqu'un me l'a enfin reconnu, mais parce que j'ai cessé d'en douter. Si je devais m'adresser à celles et ceux qui vivent encore ce que j'ai vécu, je leur dirais ceci. Écoutez le malaise quand il apparaît, il n'est pas là pour vous accuser, mais pour vous prévenir. On ne devient pas invisible du jour au lendemain. On y est conduit, lentement, par des renoncements successifs qu'on appelle souvent amour, patience, loyauté. Je leur dirai aussi qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Même quand on vous a convaincu que votre temps est passé, la dignité n'a pas d'âge. Elle se tient debout, parfois longtemps après que les autres se sont assis sur vos silences. Je n'ai pas cherché à détruire, je n'ai pas cherché à humilier, j'ai simplement cessé de me laisser effacer. La loi m'a offert un cadre, mais c'est ma décision qui a fait le reste. Une décision prise sans cri, sans menace, sans théâtralité. Une décision ferme, tranquille, irrévocable. Aujourd'hui, je vis avec moi, moins d'objets, moins de relations, moins d'attentes. Et pourtant, je me sens plus entière. Chaque chose a retrouvé sa juste place. Les souvenirs, les liens, les absences. Rien ne déborde, rien ne manque. Je sais que certains raconteront mon histoire. Autrement qu'ils y verront une rupture, une trahison, une froideur. Qui diront que j'aurais dû comprendre, pardonner. Ils ont le droit de penser cela. Je n'ai plus besoin de convaincre. La vérité la plus solide est celle qu'on n'a plus à défendre. Quand je ferme les yeux, le soir, je ne revis plus les scènes de l'humiliation. Je pense à la femme que je suis devenue. Une femme qui a appris tard peut-être, mais pleinement. Une femme qui sait désormais que le respect commence toujours par soi. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je me suis retrouvée. Et si un jour, quelqu'un me demande ce que j'ai appris de tout cela, je répondrai sans hésiter. Sans amertume, sans colère, le silence peut aussi être une forme de justice.